Bonsoir et bienvenue pour cette troisième et dernière séquence de Mediapart Live. On va continuer de parler de la santé des gauches en Europe avec notre invité Raoul Edebeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du PTB, le Parti du travail belge. Ouais. Alors c'est une formation marxiste qui est en train de bousculer le paysage politique en Belgique. On va pas se mentir, vous n'êtes pas encore très connu en France. Et on va essayer de vous présenter et d'essayer de comprendre aussi les raisons de votre succès ces dernières années en Belgique, puisque en fait le PTB, c'est un parti qui existe depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années, plus ou moins si je ne me trompe pas, et vous avez longtemps été abonné à des scores finalement assez confidentiels. Et depuis là quelques années, ça décolle. Vous passez la barre des 10% dans pas mal d'endroits. Là, il y a eu des élections municipales en Belgique où vous êtes l'un des vainqueurs de ces élections. On va en reparler en détail. Peut-être pour vous présenter un peu, comment vous expliquez un peu ce succès manifeste des dernières années. Pourquoi soudainement ça a décollé selon vous ? Je pense qu'il y a plusieurs explications. C'est pas monofactoriel évidemment comme phénomène. Donc pour un peu recadrer un peu le PTB pour nos amis français, donc c'est en fait un des seuls partis, je pense, post-68 art, en fait, qui existe encore en Europe aujourd'hui. Je veux dire, voilà, on a eu un parti d'obédience, maoïste, comme on disait à l'époque, mais qui avait ce mérite, je trouve, dès le départ. Enfin, moi, je n'étais pas encore militant du PTB à cette époque-là, mais d'être un parti militant très ancré dans la réalité sociale. Je veux dire, c'est vraiment un parti qui était très fort présent dans les entreprises, qui n'est pas resté que dans le monde universitaire, qui a vraiment été sur le terrain. Un parti national aussi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais qui était implanté en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, ce qui est un peu l'exception aujourd'hui encore en Belgique. Parce que la Belgique, là, il faut expliquer un tout petit peu et rentrer dans le détail. En gros, division entre la Flandre et la Wallonie et la région de Bruxelles également, des langues différentes. Et en fait, la plupart des partis en Belgique sont divisés en deux. C'est ça. Ont des symétriques, version flamande et version wallonne francophone, et vous êtes le seul parti à être organisé de manière nationale. Encore nationalement, avec une vision de la solidarité, justement, qu'on n'a pas besoin de rentrer dans les sous-régionalismes, mais justement d'avoir une unité nationale importante. Enfin, on aura encore l'occasion de revenir, parce que c'est une des paramètres importants chez nous en politique. Mais donc, un PTB qui est né donc, fin des années 60, début des années 70, et qui finalement est resté marginal dans un ultra-militantisme sectaire, dogmatique, je veux dire, pendant 20 ans, mais bon, qui a ce mérite fort de continuer à exister sur des principes marxistes, y compris même après la chute du mur de Berlin, je veux dire vraiment où il y a une volonté de dire, OK, il y a eu des échecs du socialisme, mais la matrice marxiste, celle de revoir le capitalisme d'une manière radicale, reste toujours pertinente. Et alors pourquoi ça a décollé? Alors là, en 2003-2004, il y a un constat qu'après 20-25 ans de militantisme, c'est quand même pas normal qu'avec autant d'énergie donnée, avec des analyses qui sont tout à fait pertinentes, pourquoi finalement on ne décolle pas? Et là, il y a toute une réflexion interne au parti qui essaie de dire, finalement, notre message n'arrive pas aux travailleurs. On était le parti du travail, mais sans travailleurs dans son propre parti, quoi, en fait. Donc, essentiellement un parti militant, intellectuel, avec une composition sociale qui n'était pas celle du monde du travail. Et donc là, on a une rectification dans notre 8e congrès, où on a toute une réflexion pour, d'une part, être moins dogmatique, être beaucoup plus concret, venir avec des solutions, pas uniquement à long terme, mais aussi à court terme, venir avec des dossiers concrets. On a sorti à ce moment-là notre dossier sur la fiscalité des entreprises, qui est un sujet typiquement pour la droite, la fiscalité des entreprises, où le PTB a pu démontrer qu'en fait, il y a une fiscalité à deux vitesses, avec les grandes entreprises qui ne payent quasiment pas d'impôts et les petites PME qui continuent à douiller. On a continué à mobiliser très fort, je veux dire, sur le terrain, en permettant l'entrée de notre parti d'énormément de camarades ouvriers aussi. Et donc, depuis, on a en fait une croissance et organisationnelle, mais aussi électorale, avec des percées dont vous avez mentionné tout à l'heure, notamment aux dernières municipales, avec des percées à 20-25% dans certaines municipalités. Alors pour qu'on continue un peu la description, la présentation, peut-être nous citer 2-3 mesures phares pour lesquelles vous faites campagne et sur lesquelles vous ferez campagne peut-être aux élections qui arrivent en Belgique l'an prochain, les générales en Belgique. Évidemment, d'une part au niveau fiscal, on a notre taxe des millionnaires. Alors, faut expliquer ça, c'est quoi ? Alors c'est un impôt sur la fortune qu'on va appliquer, je dirais, en Belgique, parce que finalement on s'est rendu compte qu'en Belgique, quand dans tous les pays européens, les riches deviennent de plus en plus riches. Donc on a 2% de la population belge qui est multimillionnaire. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve une méthode fiscale pour pouvoir leur faire pousser cette couche de la population-là à contribuer, je veux dire, à résoudre la crise et à investir dans l'emploi public, etc., etc. Et donc là, on a sorti notre taxe des millionnaires avec mon camarade Marco Vanès, qui est député avec moi. On est 2 députés fédéraux aujourd'hui. 2 députés sur 150 au total. Donc ça
reste on est que deux pour l'instant, mais on fait du bruit pour 4-5. Hein, donc il y a cette taxe des millionnaires. Voilà. Okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, par exemple, sur d'autres choses que la fiscalité? Alors, on se bat évidemment pour la réduction du temps de travail, qui est un enjeu primordial avec la semaine des 30 heures, et qui est un peu reprendre. 30 heures. Oui, c'est ce rapport de ce combat. Les pionniers du mouvement ouvrier ont placé cette journée des 8 heures. On leur avait dit, oh, mais ça va être, c'est réaliste, on ne sera plus compétitif. C'était déjà à l'époque l'argument, on ne sera pas compétitif. Heureusement qu'ils sont battus, parce qu'à l'époque, on travaillait 12 à 13 heures par jour en Belgique. Ils se sont battus, on a eu la journée des 8 heures. Donc voilà, pour nous, ça c'est un combat qu'on veut vraiment continuer. Et puis le problème écologique. Le problème écologique qui, pour nous, doit être pris vraiment d'une manière radicale en main, notamment par une socialisation des moyens de production énergétique. On ne peut pas continuer aujourd'hui. Nous, on a un pays en Belgique où Electrabel, vous savez de quoi je parle, parce que c'est Engie qui est venu nous racheter tout notre parc électrique. Donc en gros, c'est la multinationale française qui a tout repris. Et voilà, Electrabel, c'est une multinationale, on lui donne des subsides, on lui donne des cadeaux fiscaux, et lui, il attend, et il n'investit pas dans les mesures de transition énergétique. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment des 3 mesures phares. Bon, je pourrais encore continuer, mais c'est 3 mesures phares sur lesquelles on se bat pour l'instant. Alors, on a compris. Effectivement, on va revenir au communal, c'est-à-dire les élections municipales qui ont eu lieu le mois dernier en Belgique. Vous avez effectivement fait de bons scores, avec les écologistes également, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Il y a eu toute une polémique sur les résultats du PTB, votre participation à des exécutifs locaux, on va en parler. Juste avant, je voudrais qu'on regarde un peu une carte qu'on a préparée sur un peu qui nous donne une idée des villes où vous êtes très fort, où vous avez des bons résultats. Notamment, donc on voit Charleroi, Liège, la Louvière ou encore Molenbeek, qui est donc l'une des 19 villes communes de Bruxelles. À chaque fois là-bas, Raoul Edebo, il y avait des possibilités, si on regarde les chiffres, pour faire des alliances avec le PS, avec les écolos. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des polémiques à tel point que vous avez fait même un clip réalisé par votre parti pour vous justifier un peu là-dessus sur ces négociations. On en regarde un extrait et on en parle juste après. Que s'est-il réellement passé dans la négociation entre le PS et le PTB? C'est très très clair, c'est que dès le départ, le PS n'avait aucune intention de former une majorité avec le PTB. Le but était clairement de faire des majorités avec l'EMR ou avec d'autres partis traditionnels, et ce dès le début. Et j'en veux pour preuve vraiment, c'est que le fameux jeudi où les négociations sont arrêtées entre le PS et le PTB à Molenbeek et à Charleroi, eh bien ce fameux jeudi, à 18h15, la porte se referme des négociations et à 18h45, le PS balance ses visuels. Vous vous rappelez la fameuse vidéo avec le PTB qui se dégonfle ou avec les visuels là, avec le petit smiley qui dit le PTB veut taxer 2000 €. Donc une campagne qui était clairement préparée depuis plusieurs heures, si pas plusieurs jours, avait déjà été préparée avant même la fin des négociations. C'est bien la preuve que le PS n'avait aucune volonté d'aboutir à une majorité. Voilà, alors on voit bien, Raoul Edebo, vous débattez pour convaincre les électeurs notamment que c'est le PS qui est responsable. Ça pose quand même une question de fond. Est-ce que vous, le PTB, vous avez envie de gouverner ou pas ? Tout à fait. C'est notre but quand même comme parti politique. On ne sait pas, parce que visiblement, il y a eu des cas où c'était possible. Mais la question, c'est de savoir à quel prix. Alors, pour mettre un petit peu le cadre quand même, donc on est en Belgique, dans une cadre proportionnelle, pour un peu expliquer à nos camarades français. Donc, c'est-à-dire que les partis sont élus plus ou moins à la proportionnelle, parce qu'il y a quand même des mécanismes qui limitent un petit peu cette proportionnalité. Et donc, se pose la question de pouvoir former des majorités avec d'autres partis. Et là, c'est la question de qu'est-ce qui est compatible, un minimum, avec notre programme de rupture. Ouais. Parce que comme un peu à travers l'Europe, on est confronté, alors les partis de droite, ça se pose même pas. Quand je parle dans le clip du MR, c'est le parti de droite, je veux dire, en Belgique, quoi. Donc là, je veux dire, là, il y a rien qui est compatible. Mais se pose la question du rapport entre une gauche anticapitaliste et la social-démocratie. C'est ça qui est aujourd'hui au cœur des débats en Belgique. Et je crois qu'il est possible au niveau municipal de trouver des accords à partir du moment où on a une rupture. Alors une rupture, je vais rendre ça très concret. Parce que le fameux débat d'une rupture avec le néolibéralisme, ça se joue aussi au niveau municipal. Par exemple, la question, est-ce que oui ou non, on va construire plus de logements sociaux qui sortent des parties du logement, du parc de logement, du marché libre, du marché concurrentiel. Et là, on s'est rendu compte que du PS, il n'y avait aucune volonté d'avoir une rupture sur le sujet. Obliger les promoteurs immobiliers, quand ils ont un projet au niveau des municipales, d'avoir 20, 25, 30% de logements sociaux dans leur projet. Il faut savoir qu'en Belgique, contrairement à la France,
on a beaucoup de municipalités où il y a 7 à 8% de logements sociaux. Et on nous dit, attendez, 10%, c'est impossible. On leur dit, mais attends, regardez en France, c'est possible en France. C'est quand même fou. Donc, là-dessus, pour donner un peu la parole aux socialistes, parce qu'il faut entendre les deux côtés. Je trouve ça très important. Paul Magnette, qui est socialiste, bourgmestre de Charleroi, etc., dit dans un entretien, je crois ce matin, au groupe Sud Presse, je voulais discuter sur le fond, eux, strictement rien. Ils ne désirent pas prendre leurs responsabilités. Voter PTB ou nul, c'est la même chose au final. Et voilà, et on a encore gagné des voix grâce à Paul Magnette. Voilà, parce qu'il refuse le débat de fond. Je veux dire, il est en train de faire une caricature. Les gens le savent qu'on est venu avec du fond. Non, mais je vais vraiment le dire. Attendez, en Belgique, il y a une grande tradition. Il faut aller poser la question dans les rues en Belgique. Est-ce que vous avez retenu un point de fond qu'un parti belge a mis en avant lors des élections municipales? Il n'y a personne qui sait répondre sur le programme. Personne. Parce que les partis ont débattu de tout, sauf des programmes. Il y a plus ou moins 250 accords qui ont été signés le soir des élections. Personne ne sait le contenu. On pourra tout dire de ce qu'on veut du PTB, mais nous, en tout cas, nos revendications de transport gratuit, nos revendications de logements sociaux, nos revendications d'un bureau d'éthique et de transparence, toute la Belgique est au courant de notre débat de fond. Et c'est ça que le PTB apporte dans le débat aujourd'hui en Belgique. C'est qu'on veut un débat de fond. Et M. Magnette, lui, ça ne l'intéresse pas d'avoir un débat de fond. Lui, de toute façon, il avait déjà signé des accords avec la droite avant les élections. Il y a 6 ans, il a dirigé avec la droite. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il veut faire, si ce n'est que d'élargir dans sa ville le parking payant. Donc, moi, je crois qu'il faut un peu arrêter. Moi, je veux bien avoir des débats contradictoires, mais à partir du moment où ils se font sur des arguments de fond et pas sur des arguments superficiels, comme on en balance aussi ce matin dans la presse belge. Je voudrais quand même revenir sur une déclaration qui m'avait marqué, qui avait un peu créé la polémique en 2016 à Bruxelles, qui était, vous aviez dit, en gros, on était en 2016, le PTB n'a pas vocation à prendre le pouvoir ou à diriger d'ici 15 ans. Parce qu'il faut une préparation, etc. Ça, c'est quelque chose que vous maintenez aujourd'hui? Non, mais moi, j'ai pas dit 15 ans, j'ai dit quelque chose de plus profond que ça. J'ai expliqué qu'aujourd'hui, il y a un défi majeur pour la vraie gauche, qui est de reconquérir une hégémonie culturelle. Okay? Quand quelqu'un comme Antonio Gramsci dit qu'à un moment donné, on doit reconquérir une hégémonie culturelle, c'est pas par une élection qu'on va la reconquérir. La gauche traditionnelle a vendu non seulement des mesures de droite, comme la chasse aux chômeurs en Belgique, comme la privatisation des services publics, je veux dire, les partis socialistes en Europe ont tous fait la même chose. Okay? Évidemment, c'est grave pour les gens. Mais en plus d'être grave socialement, il y a idéologiquement des dégâts énormes. Okay? On a accepté de faire rentrer dans la tête des travailleurs les logiques de concurrence, les travailleurs les uns par rapport aux autres, les logiques de précarité, les logiques du chacun pour soi. Tout ça aussi, la gauche traditionnelle a accompagné toute cette dérive idéologique. Et nous, la vraie gauche, nous avons un travail énorme. Et nous avons la responsabilité de dire à notre base que ce n'est pas en 1 ou 2 ans qu'on va y arriver, à reconquérir une hégémonie culturelle, une hégémonie au niveau musical, au niveau artistique, au niveau des écrits, au niveau des idées. On a énormément, sur plein de terrains différents, au niveau de la lutte, au niveau syndical, il y a plein de terrains différents dans lesquels la gauche, et pas uniquement les partis politiques, ont une reconquête à faire. Et ce travail-là, il va nous falloir du temps pour le faire, parce que les années 70, 80 et 2000 ont fait d'énormes dégâts. Et lors de cette interview, j'ai clairement dit que pour pouvoir faire ce travail de reconquête idéologique, il ne nous faudra pas 2-3 ans, mais 10 à 15 ans. C'est ça le fond de mon propos. Et tout de suite, le PS a tout de suite dit « Ah, ils ne veulent pas participer au pouvoir ». Mais le PS ferait mieux de se poser la question, et pas qu'en Belgique, mais partout ailleurs. C'est quoi le bilan de leur participation au pouvoir? Quand on a privatisé les 3/4 des services publics, ce n'était pas les libéraux chez nous qui ont voté ça. C'était le Parti socialiste et les démocrates chrétiens qui ont voté la privatisation de la Poste, la privatisation de nos banques publiques. Et c'est ça le fond de la question. Et je crois que ce logiciel-là, la gauche traditionnelle était incapable de le comprendre. Franchement, moi, j'aurais vraiment espéré, finalement, vraiment que avec ces scores électoraux du PTB, il y aurait un début de remise en cause. De dire, tiens, c'est quand même bizarre, là, on a quand même 15, 16, 20% des gens qui vont vers une autre alternative à gauche. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose dans notre logiciel social-démocrate qui ne va pas bien? Eh bien, cette remise en cause-là, elle n'existe pas en Belgique. Et de ce que je vois, en fait, elle n'existe pas très fortement en France non plus. Donc, je crois que c'est un vrai problème. Donc, à nous, alors, de reconquérir cette gauche. On va revenir à la situation européenne, effectivement l'hégémonie plutôt de la droite en ce moment. Mais avant, une autre critique qu'on entend souvent sur le PTB quand on est à Bruxelles et quand on lit un peu les journaux, et qui est l'idée en fait de deux PTB. Un PTB qui s'est modernisé, que vous incarnez, qui est plus jeune, plus mordant sur des propositions concrètes que vous avez décrites, qui est présent dans les luttes, etc. Et derrière, un PTB qui serait plutôt un parti à l'ancienne, organisé de manière très verticale, d'un parti qui est toujours, qui se définit, je crois, toujours comme
avec des influences maoïstes, toujours. Non, marxiste-léniniste, on dit. Non, marxiste-léniniste, mais aussi Mao qui a pas non, été Mao, ça validé. fait déjà longtemps. En tout cas, il y a toujours l'idée d'un double PTB comme ça. La question, vous continuez de défendre la forme de ce parti traditionnel, c'est ça ? Mais pas traditionnel, justement. Moi, je trouve qu'il y a une idée terriblement moderne dans l'idée de parti. La question, c'est... Alors ça, c'est étonnant, parce qu'on voit Podemos en Espagne qui déconstruit l'idée de parti. En France, y compris avec les Insoumis, il y a une tentative de déborder aussi la forme parti. Vous vous dites, il faut conserver... Moi, je ne vais pas juger les autres mouvements ou partis, les autres pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, je crois très fortement dans cette idée de parti, la question d'une démocratie structurée. Moi, je trouve ça vraiment très, très important. Cette idée qu'il y a une base qui contrôle d'une manière très démocratique ses dirigeants. Par exemple, chez nous, on a un des principes importants au PTB, c'est par exemple que les dirigeants ne gagnent pas plus avant leur mandat qu'après leur mandat. Moi, je continue à vivre avec mon salaire de 1 700 €. Ok, je veux dire, parce que nous, on dit au PTB que pour les dirigeants, si on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Ok, c'est un mécanisme très fort qui fait qu'on ne va pas avoir des arrivistes chez nous qui vont dire je vais faire carrière au PTB. Non, au PTB, tu viens parce que le cœur, il est là, parce que ton cœur militant, il vient. C'est un des mécanismes. On a des assemblées qui contrôlent aussi les dirigeants. Et je prends mon exemple à moi. Le collectif du parti m'a donné une autorité pour aller être présent dans les médias. Okay, je veux dire, moi, cette présence médiatique donne un certain pouvoir. Okay, comme à toute personne, hein, on a eu tantôt le débat, dans le deuxième plateau, sur la question, on passe de les médias, donc on a une influence qui est là. Cette influence, elle doit retourner vers le collectif. C'est pas Raoul Debol qui parle, c'est tout le PTB qui parle, c'est un vrai collectif. Il y a peut-être parfois des responsables de partis qui sont moins médiatiques et qui doivent évidemment avoir plus encore même que ceux qui sont médiatisés, le pouvoir de pouvoir décider au niveau du parti. Il faut des membres à la base qui contrôlent, qui puissent discuter de la ligne du parti. Donc moi, je crois dans cette dynamique, pas verticale, autoritaire évidemment, mais très 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 dynamique au niveau des allers-retours. Moi, souvent, quand j'entends les mouvements, et je ne juge pas, je veux dire, parce qu'il y a plein de mouvements différents, il y a plein de mouvements qui structurent ça certainement très bien. Mais moi, des fois, la démocratie des grandes gueules, quoi, je veux dire, où tout est horizontal, mais après, il y en a 2-3 qui parlent, hein, on est tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Quoi, hein, c'est un peu le classique qu'on dit. Moi, c'est pas comment dire, c'est pas ma boîte de thé, comme on dit. Je veux dire, pour moi, c'est plutôt une vraie démocratie de parti, j'y crois. Et de ce côté-là, je veux dire, de notre côté du PTB, on réinvente notre démocratie sans arrêt. Allez, prenons par exemple la démocratie sociale aussi. Hein. C'est un défi majeur pour moi, je trouve, pour les partis qui se revendiquent de la gauche de rupture, c'est d'avoir des ouvriers, des ouvrières qui représentent chez nous 30 à 35% du pays, qui montent dans les structures de partis. Hein. Tout le monde constate, c'est toujours des intellectuels qui prennent la parole partout. Je veux dire, c'est toujours les mêmes profils. Dire, non, on a besoin de faire monter un ascenseur social. Dire, sinon, on ne le fait pas, qui va encore le faire? Ce n'est pas le capitalisme qui le fait, ce n'est pas notre enseignement qui le fait. Donc nous, comme parti, on doit le faire. C'est un enjeu majeur. On a la fierté, comme PTB, d'envoyer les 2 premiers députés ouvriers, non seulement de notre histoire, évidemment, vu qu'on n'avait pas de députés avant, mais aussi dans les parlements même, le PTB est le seul à envoyer des députés ouvriers au Parlement. Mais ils ne trouvent pas leur place là-bas, parce que tous les mécanismes sont là pour vraiment reproduire l'inégalité de classe. Et pour ça, il faut des partis politiques qui sont là non seulement d'un point de vue démocratique, mais aussi militants pour aider toute cette force ouvrière et cette socialisation de remonter à la surface. Donc moi, j'y crois fort à cette forme de parti. Ce n'est pas la forme de parti qui est problématique, c'est au service de qui et de quoi est le parti. Et je crois que beaucoup de partis traditionnels, finalement, sont rentrés complètement dans la matrice du système, d'un parlementarisme classique, qui est celui dont on fait du lobby en fait au niveau du Parlement. Voilà, on est devenu une caisse de lobby et qui finalement ne change rien au niveau du rapport de force. Et ça, c'est clair que le PTB a cette particularité. Nous, quand on intervient au Parlement, mon but, ce n'est pas de convaincre le Premier ministre. Hein. Moi, je sais bien qu'il ne va pas nous écouter. Notre but, c'est clairement de pouvoir apporter une information directement au peuple, directement aux travailleurs, qu'ils aient des informations alternatives, qu'ils aient de l'espoir dans leur combat, qu'on puisse faire remonter toute leur histoire. Et moi, de ce côté-là, ce n'est pas du tout accompagné avec une forme de parti, que du contraire, je crois qu'une forme de parti permet de bien structurer ça. Mais il faut avoir une démocratie interne. Alors, on va peut-être préparer le terrain un peu, on va en venir un peu à l'Europe, mais justement, on était curieux aussi d'avoir votre regard un peu sur la politique française. D'abord, Emmanuel Macron. Comment vous regardez un peu cette présidence, vous, depuis la Belgique? Quel regard vous portez un peu sur ce président?
Ah ben nous, on nous a annoncé en Belgique que tout allait changer, qu'avec Macron, on allait contre une nouvelle Europe, l'Europe allait être relancée, hein, donc on nous a annoncé ça, quoi. Même le Parti vert était chaud chez nous pour Macron, etc. Et on se disait, mais non, attends, ça va pas, nous, Macron, c'était plutôt quand même l'homme des banquiers, quoi. On comprenait pas bien la grille d'analyse, et finalement, si c'est avéré, c'est que c'est ça. C'est qu'en fait, Macron, c'est pas du tout une rupture. Macron, c'est la continuité de cette Europe austéritaire, hein, comme on l'appelle, une Europe qui est vraiment, qui impose à l'ensemble des peuples du monde les dogmes que quelques multinationales décident, hein, parce que si l'Europe était là pour les gens, ça se saurait, mais on aura peut-être l'occasion de discuter tout à l'heure. On voit en fait que Macron applique en fait docilement, mais comme en Belgique chez nous, hein, la réforme des retraites, c'est la même chose chez nous en Belgique, faire travailler les gens plus longtemps alors qu'ils crèvent déjà au boulot, la privatisation des services publics, la flexibilité au boulot. Je veux dire, Macron, il n'invente rien du tout. Il applique tout ce que Merkel a décidé. Donc, de ce côté-là, je ne vais pas dire que c'est une déception, parce qu'on s'y attendait. Et donc, la question, c'est quelle forme sociale, quelle force sociale on va pouvoir construire pour faire reculer tous ces gouvernements autocratiques, je veux dire, du monde aujourd'hui, qui, en Europe, qui finalement ne sont pas du tout démocratiques, mais imposent ces dogmes du libéralisme un peu partout. Et dans l'optique des Européennes, est-ce que vous avez prévu, par exemple, de faire campagne, ou vous souhaitez faire campagne, par exemple, avec les Insoumis, la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y aurait des alliances? Est-ce que vous parlez la même langue? Ou est-ce que pour vous, c'est des expériences différentes? Nous, on vient de loin en matière de contact en Europe, parce qu'on avait très peu de contacts en Europe. Oui, vous étiez très isolés pendant longtemps. Exactement, c'est ça. Donc nous, en fait, ce renouveau du PTB depuis 2007-2008, on veut aussi le faire au niveau international et en respect sincère de toutes les expériences vécues, que ce soit à travers les pays européens. Dans ce sens-là, je me suis rendu à la dernière université d'été, la France Insoumise. C'était hyper riche comme échange. Donc oui, on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et je trouve ça important. Moi, je rejoins la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a une volonté de sortir du cadre, de pouvoir avoir un discours qui va toucher et avoir cette ambition de toucher l'ensemble des travailleurs. Moi, je crois que c'est vraiment une chouette démarche. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va aller ensemble aux élections ? Il faut laisser le temps au temps. Moi, je veux dire, nous, on ne va pas se scotcher, je veux dire, à un mouvement non plus. Je crois que, par exemple, sur la question, est-ce qu'un retrait unilatéral de l'Europe, est-ce qu'une forme de patriotisme à sa place d'être, vous savez, nous, en Belgique, on est un peu allergique à toute cette forme de nationalisme, etc. Donc, ce sont des points de divergence sur des débats. La rhétorique, par exemple, du plan A et plan B, c'est-à-dire on essaie en construisant des rapports de force à Bruxelles, de changer l'Europe, et si on n'y arrive pas, on se désengage. Ça, c'est quelque chose qui ne vous séduit pas? Mais en tout cas, je pense que parler déjà du plan B, je ne pense pas que c'est une bonne option maintenant, parce que le but, c'est de créer un mouvement européen. Le problème, c'est qu'au sein de l'Europe, ce mouvement européen, on doit apprendre à se parler, avoir des luttes ensemble, et surtout avoir un point commun, d'être d'accord qu'il faut une rupture radicale, notre Union européenne. Moi, je ne crois pas aux petites réformettes. Je veux dire, dès le traité de Rome, en 1957, quand les grands boss de l'Union européenne en construction ont décidé d'avoir la liberté de circulation des travailleurs, des services, des capitaux, des marchandises, ces 4 libertés, c'était pas pour nous faciliter le coup quand on allait en vacances en Italie une fois par an. Hein. Je veux dire, pour changer des francs belges en livres ou des francs français en livres, c'était pas pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pour créer un grand marché européen qui permettait de mettre tous ces travailleurs en concurrence les uns avec les autres. Mais cette Union européenne-là, c'est très clair, on n'en veut pas. Et donc il faut mettre tous les traités européens à plat. Moi, je ne crois pas qu'une petite réforme va suffire. Est-ce que pour ça, un retrait unilatéral est souhaitable? Je ne le pense pas. Et je pense que l'exemple de la Grèce, où on peut quand même regretter que M. Tsipras applique aujourd'hui, je veux dire, cette austérité docilement. Je veux dire, une gauche radicale n'est pas là pour ça. Mais l'exemple de la Grèce nous montre à quel point les forces antidémocratiques sont puissantes. Je veux dire, on a presque menacé, je veux dire, de mettre un pays à court de liquidité. C'est presque un acte de guerre économique contre un petit pays souverain. Donc ça doit nous pousser à la réflexion entière que le mouvement devrait être européen, devrait être fortement implanté au sein de la classe des travailleurs pour pouvoir court-circuiter de telles décisions antidémocratiques comme elles ont été prises par la Commission européenne. Alors on continue de parler de l'Europe en accueillant David Cormand dans quelques instants. Parce que je voulais qu'on regarde une autre carte. Il se trouve qu'une des tendances, une des poussées des derniers mois et des derniers mois qu'on observe, c'est justement la poussée des écologistes. Avec notamment en Belgique, on l'a dit, des très bons résultats d'écolo à Bruxelles, mais il y avait eu aussi une élection, ils étaient arrivés 2e aux Pays-Bas en 2017 aux législatives. Et puis il y a eu les scrutins très médiatisés, très commentés aussi en Bavière, en Hesse, donc la région de Francfort, où les écologistes sont même passés devant les sociodémocrates et sont arrivés, je crois, en 2e position.
Donc effectivement, j'accueille avec vous, à vos côtés, Raoul Debeau, David Cormand. Bonsoir. Bonsoir. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous préparez, vous aussi, la campagne des élections européennes. Et j'ai envie de commencer un peu, on a vu cette carte, les écologistes qui poussent comme ça dans le nord de l'Europe. Est-ce que ça vous semble de bon augure pour les européennes qui arrivent de votre côté? Écoutez, on verra, je l'espère. La question aujourd'hui, on le voit bien dans ce qui se dessine en Europe, c'est des lendemains qui chantent peu. Ça ne chante pas si c'est le statu quo, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un statu quo libéral, mais vous en parliez, qui est vécu avec beaucoup de violence par beaucoup d'Européennes et d'Européens, à qui on a promis après-guerre cette espèce de promesse d'Europe, c'était la paix et la prospérité. On se rappelle que c'était ça la promesse initiale. Et de plus en plus de nos compatriotes, nos concitoyens européennes et européens, ne voient plus les effets de cette promesse. Au contraire, ils ont l'impression qu'on leur impose les choses. Et donc là, il y a besoin d'un nouveau rêve européen. Et de ce point de vue-là, je crains qu'il y ait aujourd'hui soit le statu quo libéral, qui est porteur de grands périls, soit le repli nationaliste, alors soit nationaliste, identitaire, xénophobe, soit nationaliste tout court, c'est évidemment pas la même chose, mais je crois que c'est pas une bonne option, soit on essaye de procéder à une réorientation, à reconstruire un rêve européen. Et ce que les écolos essayent de faire en France, en Europe, c'est de dire peut-être que cette nouvelle promesse européenne, c'est cette promesse écolo qui essaye de faire trois grandes offres politiques. La première, c'est celle de la transition écologique. On le voit, il y a l'effondrement écologique qui est en train de nous menacer en Europe et dans le monde. Et il faut un nouveau modèle de développement. Et là, effectivement, vous parlez de rupture. Moi, je pense que ce qu'on voit, il y a une écologie d'accompagnement, comme il y a un socialisme d'accompagnement du modèle de développement. Il y a aussi, alors vous l'appelez socialisme de rupture, moi je préfère une écologie de transformation, c'est-à-dire qu'il faut transformer le modèle de développement dans lequel on est, donc ça pour des raisons écolo. Pour des raisons de donner un autre imaginaire politique, vous savez, il y a le côté brun, le côté obscur de la force, aujourd'hui, qui est en train de... Il faut un côté vert, un côté en tout cas plus émancipateur de la force. Et puis il y a la question, évidemment, mais c'est lié aux deux premiers, sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer avec une promesse européenne qui consisterait à dire... on va continuer avec la concurrence libre et non faussée, on va continuer avec la prédation sur la nature, on va continuer par la libéralisation des services publics ou quoi, on va continuer à limiter le droit du travail et ça va aller mieux. On voit bien que cette promesse-là n'est pas tenable, donc il faut un autre modèle. Donc voilà un peu, nous, dans quelle logique on se positionne. Ça vous parle, Raoul Debeau? Oui, moi je crois que c'est important d'avoir ce débat-là. Et en tout cas, ça c'est un point commun qu'on va avoir sur cette remise en cause de ce libéralisme, je veux dire, en Europe qui traverse toute l'Europe. Après, je pense que, et c'est toujours un peu le propre de ces débats au sein de la gauche progressiste, mais bon, c'est le but aussi un peu de ce soir, c'est que je pense qu'il faut avoir une rupture plus radicale. Quand je vois un petit peu ce que les écologistes belges, on a souvent des débats un peu là-dessus. Par exemple, le traité d'austérité européen, le TSCG par exemple, a été voté chez nous par les écolos. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, je n'ai pas suivi en détail. Et je crois que c'est un point de rupture pour beaucoup de gens par rapport au mouvement écolo. C'est la question de dire, est-ce qu'on accompagne l'Europe et on la corrige, ou est-ce que réellement on va mettre un bâton dans les roues et vraiment mettre à plat des traités importants. Mais vous êtes, au-delà de critiquer le TSCG, vous dites qu'il faut sortir des traités, sortir de l'euro. C'est une désobéissance réglementaire. Je crois que c'est vraiment important. Il faut quand même rappeler que le soir, en 2008, où il y a la crise bancaire qui se fait, tous les traités européens qui disaient on ne peut pas aider les entreprises, pas d'aide d'État, etc., en 2014, ça a sauté. Donc moi, je crois que pour les banques, il n'y a pas de problème. On a fait sauter, je veux dire, les traités européens. Et pour le social, on ne le ferait pas. Et donc le but, effectivement, pour nous, c'est de mettre à bas cet édifice européen qui aujourd'hui a été construit par les multinationales. Ça, je crois réellement, cette Europe n'a jamais été construite pour les travailleurs. Ça a toujours été la base d'une concurrence. Dès le départ, en fait, c'est le maître mot de l'Europe. Je veux dire, c'est pas un petit méfait de l'Europe de mettre les peuples en concurrence les uns avec les autres. Quand on n'arrête pas de raconter tous les jours au peuple belge qu'il faut quand même bien accepter de travailler plus longtemps parce que les Allemands ont accepté, qu'il faut bien comme accepter de libéraliser le chemin de fer parce qu'en France, ils l'ont accepté, on nourrit les nationalismes. Moi, le nationalisme, c'est pas une erreur, la construction européenne. Le nationalisme découle de la construction de l'européenne. Moi, quand j'entends les Merkel, quand j'entends les Macron, quand j'entends les Juncker se plaindre des nationalismes, mais eux-mêmes les créent. Parce que tous les peuples ont en train de leur foutre dans le crâne que si leur situation devient de plus en plus grave, c'est à cause de la concurrence avec les autres. Et nous devons avoir une réponse, effectivement, qui doit être systémique. Sinon, on ne va pas redonner confiance à la classe des travailleurs les uns avec les autres. Prenez le semestre européen, parce que c'est un débat qu'on a avec nos amis écologistes. Il faut arrêter le semestre européen. Donc, le semestre européen, c'est la mise sous surveillance des budgets nationaux, avec
un objectif qui est de faire tenir et de conduire une monnaie commune qui est l'euro. Exactement. Une monnaie qui a été, comme par hasard, évidemment, alignée sur Deutsche Mark. Je veux dire, ça avait été le franc belge, je le saurais. Je veux dire, donc ça, c'est clair, c'est la nation puissante, je veux dire, en Europe qui dit, voilà, ce Deutsche Mark, c'est fondé dans le nickel la concurrence, qui a complètement liquidé toutes ces économies du Sud et de l'Est, parce que je veux dire, c'est un désastre un petit peu partout. Au profit de qui? Des multinationales allemandes, des françaises. Les banques allemandes, les banques françaises qui ont été en Italie, qui se trouvent en Grèce, qui se trouvent dans l'Est de l'Europe, etc., etc. Ce semestre européen est un mécanisme aujourd'hui qui nous pousse dans la misère. Nous devons arrêter ce mécanisme du semestre européen. Tous les 6 mois, on a un contrôle au niveau du Parlement belge où l'Europe nous dit « Attention, vous devez faire attention, les travailleurs belges, il faut travailler plus longtemps, sinon vous allez avoir des sanctions. Attention, votre déficit, nous, on voudrait investir dans notre chemin de fer. » L'Europe nous dit « C'est interdit, il faut que votre budget soit en ordre. » Tous les jours, comme parlementaires belges et comme travailleurs belges, nous sentons à quel point l'Europe est une Europe qui est autocratique, qui est antidémocratique et antisociale. Et je pense que dire cela, ce n'est pas du tout alimenter le nationalisme ou le populisme, que du contraire. C'est redonner espoir qu'on peut reprendre le contrôle sur nos destinées. Quand je dis nous, c'est les classes populaires. Et donc je pense, et je veux finir par ça, c'est que l'avenir pour moi, je veux dire une des bonnes nouvelles pour l'Europe de ces dernières semaines, ça par exemple était la lutte des travailleurs de Ryanair. Ça, c'est du combat. 87 bases différentes de Ryanair partent en grève ensemble pour aller mener un combat contre une multinationale européenne. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir parce que comme ça, on va pouvoir gagner. Peut-être que nous, les mouvements politiques, on devrait s'inspirer justement de cette combativité au niveau européen sur le terrain pour faire remonter justement des revendications qui doivent être radicales contre cette Europe capitaliste de la libéralisation. David Cormand, il continue à y avoir des marges de manœuvre pour remporter des victoires au sein des traités aujourd'hui à Bruxelles? Oui, ça n'empêche pas qu'il faut les changer. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, je ne crois pas que la montée des nationalismes soit une conséquence de la construction européenne. Je pense même qu'on vient de commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Et cette guerre mondiale, elle n'était pas liée à la construction européenne. Et je crois que ça, justement, s'il y a un acquis qui toujours peut être mis en question, comme tous les acquis. Il n'y a jamais un acquis, n'est jamais acquis. C'est quand même le fait que les pays, plutôt que de raisonner en impérialiste perso, on peut parler de la colonisation, la Belgique comme la France, comme la Grande-Bretagne, ont un passé lourd en la matière, c'est de raisonner de façon collective, et plutôt, moi je pense, un acquis non seulement potentiellement pacifique, mais qui empêche justement, qui peut empêcher la concurrence entre ces différents pays. Après, c'est un parcours qui est long. Moi, je crois qu'il faut raisonner de deux façons, et je suis content de vous avoir entendu dire que vous n'étiez pas convaincu par la stratégie du plan B pour essayer de faire passer le plan A. Moi, je suis d'accord avec le plan A, je suis d'accord avec vous, parce que c'est un grand débat en France. C'est en menaçant qu'on va tout casser, ça va permettre d'obtenir les choses sur le plan A. Moi, je ne crois pas ça non plus. Je pense que d'abord, il y a une première chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut obtenir sur les traités, avec les traités actuels? Il y a déjà des choses qui ont été obtenues, notamment en matière environnementale. Vous savez, quand on est écolo, l'Europe, elle a beaucoup de défauts qu'on partage. Sur ce que vous avez dit, moi, je partage un certain nombre de points. Enfin, en matière environnementale, je peux vous dire qu'en tout cas, pour la France, on n'aurait pas obtenu le quart du dixième de ce que sont nos lois aujourd'hui nationales sur l'environnement. C'est parce qu'on a raisonné au niveau européen qu'on a pu agir. Deuxième élément souvent qu'on entend sur le libéralisme, notamment le poids des lobbies. On entend parfois que l'Europe, ça serait le terrain d'atterrissage naturel des lobbies. Bien sûr que les lobbies s'intéressent à l'Europe. Et pour cause, ça veut bien dire que l'Europe a du pouvoir. Mais je ne suis pas du tout convaincu que s'il n'y avait pas d'Europe, les lobbies seraient absents des États-nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une musique, c'est pas ce que vous dites, mais petite musique consiste à dire que la mère de tous nos maux, ça serait l'Europe. C'est-à-dire sans Europe, il n'y aurait plus de capitalisme. Sans Europe, il n'y aura plus de libéralisme. Et là, on sait que le capitalisme c'est une sorte de parasite qui s'adapte très facilement au milieu qui veut infiltrer. Et moi, mon pari par rapport à l'Europe, c'est que pour avoir la masse critique, surtout que l'Europe est un continent qui est prescripteur, par rapport, je le parlais, des pays du Sud, notre mode de vie aussi, notre modèle de développement aujourd'hui, il est indexé, on parle beaucoup des limites et des frontières européennes, notamment par rapport à la question des migrations et des réfugiés. Aujourd'hui, l'espace nécessaire à notre mode de vie, il dépasse largement les frontières de l'Europe. Et parce que l'Europe est prédatrice, notamment en Afrique, dans les pays du Sud, on a un modèle de développement qui est indexé là-dessus. Et je crois que c'est vraiment à l'échelle européenne qu'on peut se reposer les questions de comment on fait un modèle de subsistance européen avec, vous avez raison, des services publics. Mais vous savez, sur les services publics, nous en France, on avait, mais c'est toujours une entreprise d'État, sur l'énergie, EDF. EDF, entreprise d'État à l'époque, ça n'a pas empêché de faire le nucléaire. Ça n'a pas empêché même, j'ai envie de dire, pour être provocateur,
de faire du capitalisme d'État, avec des alliances avec les grands capitaines d'industrie français. Donc, le remède absolu à la prédation environnementale et au capitalisme, c'est quelque chose qui ne se réduit pas, et c'est la différence idéologique peut-être qu'il y a entre vous et moi. C'est que moi, je ne suis pas marxiste-léniniste, pour moi, ce n'est pas un sujet, mais au moins, vous êtes quelque chose. C'est-à-dire que parfois, le PS, on ne sait plus ce qu'ils sont. Vous, au moins, vous êtes quelque chose, donc on peut discuter, au moins, c'est clair. Moi, je suis d'une tradition en tant qu'écolo de gauche, j'ai envie de pré-socialiste, pré-marxiste. Fourier, je ne sais pas si vous connaissez, qui a raisonné là-dessus, sur le rapport à la nature. Et je pense que la version 3.0 ou 2.0 de la gauche du XXIe siècle, elle intégrera cette question environnementale qui, de mon point de vue, la matrice marxiste n'a pas complètement encore intégrée. Moi, je trouve le débat est passionnant. Je trouve vraiment on est au cœur du débat stratégique sur l'Europe. Moi, je suis vraiment d'accord avec vous sur le constat que les États-nations, évidemment, sont déjà aussi dominés par les lobbies, y compris même par les grandes entreprises nationales. Je pense qu'il s'est passé ces 20-25 dernières années, et je trouve que le secteur énergétique est très intéressant là-dessus, c'est que le capitalisme s'est construit à l'échelle européenne. Si on prend par exemple les producteurs électriques, on est passé, en l'espace de 10 ans, 247 fusions d'entreprises ont mené à 7 grands monopoles qui dirigent l'ensemble du secteur énergétique, dont EDF que vous avez cité, mais RWF, je veux dire, en Allemagne, Waterfall. Donc, 7 multinationales contrôlent l'essentiel de notre secteur énergétique. Et ces multinationales ont créé justement l'Union européenne à leur mesure, pour leur marché. Cette concurrence, comment on parle de la concurrence libre et faussée, mais qu'on arrête de rigoler. Il n'y a pas de concurrence libre et faussée. Le petit producteur énergétique, c'est quoi sa chance de pouvoir survivre dans ce milieu de requins avec des moyens tellement grands qu'ont ces multinationales. Et là, je pense quand même que peut être éventuellement notre divergence, si vous venez sur Fourier, c'est que moi, je ne pense pas qu'une initiative économique à la base, même de type coopérative, etc., puisse ébranler ce capitalisme-là. Je pense qu'on a besoin de notre système. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un système démocratique. Et où je suis complètement d'accord avec vous, pas ce bureaucratisme d'État, je veux dire, le capitalisme d'État comme il a été créé dans les années post-Deuxième Guerre mondiale. Je suis vraiment d'accord que ça doit être un projet réellement démocratique. Mais pour avoir les milliards suffisants, pour pouvoir investir d'une manière planifiée dans une économie pour résoudre nos problèmes écologiques. Parce qu'il nous faut des millions de tonnes de stockage d'eau pour pouvoir, toute cette énergie éolienne, solaire, on a besoin d'avoir des endroits où on peut la stocker, des endroits décentralisés. Une telle énergie et de telles ressources, on a besoin de concentrer nos efforts. Et moi, je crois qu'effectivement, c'est un des débats. C'est que voilà, je crois que c'est là-dessus où moi, je crois vraiment que l'urgence aussi. Le GIEC nous dit, on a encore 10-15 ans. On a 10-15 ans. Il y a besoin de prendre des mesures urgentes. Et de ce côté-là, les États, certainement les grands États européens, ont une responsabilité importante. Deuxième point, je vais vraiment venir là-dessus, sur le pacifisme, parce que c'est au cœur du débat, mais j'ai surtout des débats avec mes amis écolos en Belgique, donc je ne suis pas à fond au niveau de la France, mais le mouvement écologiste, par exemple, est pour une armée européenne, par exemple. Soutien, je pense que l'écologie est vert aussi. On essaie d'être d'accord entre nous à peu près en général, et donc là-dessus, en tout cas, c'est le cas. Voilà, mais moi, je ne comprends pas comment un mouvement pacifiste et pour une armée européenne. Moi, je ne comprends pas très bien, parce que j'entends bien qu'il n'y a plus de guerre, et heureusement, intra-européenne. Mais c'était pour mieux mener les guerres à l'extérieur. Absolument. Cette unité des blocs a fait finalement qu'il y avait une Europe allemande ou franco-allemande, parce que les Français aiment bien dire que c'est toujours l'Europe allemande, mais bon, en Belgique, nous on dit franco-allemande, parce que c'est le tandem. Mais nos F-16 allaient bombarder où? Ils n'allaient plus bombarder en Europe, mais ils allaient bombarder à l'extérieur. En Libye, en Syrie, en Afghanistan. C'est pour ça que l'Europe de la paix n'est pas une Europe de la paix. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos frontières, il y a une forme de paix, mais on est prescripteur de conflits à l'extérieur de nos frontières. C'est complètement raison. Et c'est notre système aussi, parce que notre économie est basée là-dessus, sur toute cette exploitation des pays du tiers-monde, etc. Donc je pense qu'on devrait avoir un débat, à mon avis, où, par exemple, une armée européenne, comme alternative à Trump, ne me semble pas être une bonne chose. Je pense qu'on ferait mieux de fonctionner sur des armées nationales de défense, parce qu'un gros débat qu'on a chez nous en Belgique, c'est à quoi sert-il d'avoir des F-35? Parce qu'on a acheté le F-35 américain, aux grand dames des Français qui trouvaient qu'on devait acheter le Rafale, parce que le Rafale est beaucoup meilleur que l'avion américain, paraît-il. Mais nous, on se pose la question en Belgique, si notre but c'est de défendre notre territoire, pourquoi on a besoin d'avions de chasse qui ont des ogives nucléaires, etc., etc. Je veux dire, ça, c'est pas des avions de défense, c'est des avions de combat et d'attaque. Et donc nous, notre ministre de la Défense, il s'est transformé en ministre de l'Attaque, quoi, finalement. Je veux dire, il est plus occupé avec ça. Il n'y a plus aucun ministre de la Défense en Europe. Plus personne n'est occupé avec la défense de notre territoire au niveau militaire. Tout le monde est occupé vers l'attaque vers d'autres pays. Donc je crois que ça, c'est des débats importants qu'on doit avoir dans la gauche dans les années à venir. Oui, mais non, mais sur l'Europe... Oui, pourquoi on est pour une Europe de la défense? Parce que justement, pour les raisons que vous avez déclinées d'ailleurs, c'est que moi je ne suis pas d'accord, et pourtant je suis français, je pourrais dire je suis content, on a Dassault, on fait nos canons, nos avions, nos trucs. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Moi j'aimerais qu'on crante le fait que, dans un premier temps, à l'intérieur de l'Europe,
il n'y ait plus le risque que nous ayons des conflits entre pays limitrophes. Et je souhaite aussi qu'y compris les situations dans lesquelles on serait à devoir intervenir à l'extérieur de nos frontières, ça ne soit pas du ressort de la diplomatie d'un seul pays. Parce que la tentation impérialiste d'un seul pays me paraît toujours plus grande que lorsqu'on raisonne à plusieurs. Et moi, je crois encore une fois à la régulation du collectif. Et je crois aussi que le continent européen, de par son histoire, y compris sa part sombre, a la capacité de réinventer une façon d'avoir une relation au reste du monde qui ne soit plus justement dans un aspect belliqueux. Mais ce n'est pas spécialement par rapport à la Russie ou par rapport à je ne sais pas qui, machin. C'est l'idée de dire que mettons au pot commun cette question de défense plutôt qu'elle soit le monopole d'un État par rapport aux autres. Donc c'est dans cette logique, donc, de mon point de vue, assez pacifiste que les Verts défendent cette défense européenne. Je pense que ça pourrait potentiellement aussi nous faciliter la vie par rapport à tout le débat sur le désarmement. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un continent et d'un continent institutionnalisé comme l'Europe, aussi puissant, je pense que là aussi nous aurions une force de négociation, notamment pour avancer sur la négociation du désarmement et notamment du désarmement nucléaire des différents pays, parce que là, il y a là un péril qui pèse un de plus, qui pèse sur l'humanité. Mais la logique du coup, pour avancer un peu là sur ce débat européen, et on vous avait préparé une dernière vidéo pour vous faire réagir à un moment qui était pour nous un moment important et qui a fait beaucoup de débats aussi en France. Je ne sais pas si vous allez aimer, c'est le moment un peu du CETA et le moment wallon, comme on l'a appelé parfois, qui est, on regarde d'abord la vidéo, c'est Paul Magnette, le socialiste dont on a déjà parlé, qui s'exprime au Parlement wallon à l'automne 2016. Comme je m'y étais engagé, formellement devant vous, je ne donnerai pas les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral et la Belgique ne signera pas le CETA le 18 octobre. Ce dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement d'un traité commercial entre l'Union européenne et le Canada. Ce dont nous parlons ici, c'est de toute la philosophie des échanges commerciaux tels qu'ils vont se construire pour les 10, 15, 20 ou peut-être 30 prochaines années. Alors ça m'intéresse de vous écouter tous les deux sur ce sujet, parce que si on se rappelle bien, il y avait eu donc un bras de fer assez intense, très médiatisé, entre Paul Magnette, qui était à la tête de la Wallonie, et qui refusait de signer, donc, ce qu'il a expliqué, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il a obtenu quelques éléments de négociation, et notamment, par exemple, la Belgique a demandé à la Cour de justice si certains chapitres du CETA, pour le dire vite, étaient compatibles avec les traités européens. On attend toujours la réponse. Est-ce que ça, c'est une avancée? Et est-ce que ça, c'est pas la preuve, quelque part, qu'on peut mener des batailles et obtenir des choses dans le cadre des traités? Qu'est-ce que vous dites? Moi, tout d'abord, je louais vraiment le combat qui a été mené par la région wallonne. Je veux dire, nous, on a apporté tout notre soutien, d'ailleurs, à Paul Magnette. Je trouve que ça a eu le mérite indiscutable de mener le débat. À travers l'Europe, avant, personne ne savait c'était quoi le CETA. Hein. Je veux dire, tout le monde parlait du TTIP, je veux dire, mais le CETA, personne ne savait. Le vraiment, TTIP, c'est le TAFTA. D'ailleurs, il le faut exprès. Non, mais personne n'y comprend rien. Non, mais c'est vrai. Mais je trouve que c'est vraiment un mérite, quoi. Et ça, si une région n'avait pas pris position, on n'aurait pas eu ça. Donc moi, je dis vraiment chapeau à Paul Magnette, on l'a soutenu à fond. Après, c'est dommage qu'il s'est arrêté après 5 jours. Parce que c'est ça un peu le débat. On a rajouté une note interprétative, je veux dire, au CETA, dont en fait beaucoup de spécialistes, déjà dès le départ, disaient elle n'a vraiment pas une validité juridique, quoi. Je veux dire, ça explique un peu le texte, mais c'est pas vraiment, ça change rien sur le fondement du texte. Et je crois que c'est ce qu'on voit un petit peu dans la pratique se mettre en application maintenant. Donc je pense que ça c'est dommage. Et en même temps, c'était impressionnant de voir la pression qui était faite, je veux dire, sur une région à un moment donné, quand les grands enjeux sont là. Donc je veux dire, de ce côté-là, moi je dis pas que c'était simple, qu'il y avait qu'à rejeter ou quoi. Non, il y avait une vraie pression qui était faite sur les autorités de la région wallonne. Mais en même temps, je crois que Paul Magnette a trop vite voulu atterrir. C'était clair que dès le départ, c'était on va mettre un peu de pression, mais in fine, je veux dire, on fera passer. Et ça, c'est dommage, parce que c'est le fondement même du CETA qu'il fallait remettre en cause. Il y avait les cours spéciales, évidemment. L'avis de la Cour de la justice, par exemple, ça, c'est un vrai progrès. Voilà, oui, mais attendez, il faut revoir ce que va être l'avis de la Cour, quoi. Hein, je veux dire, parce que jusqu'à preuve du contraire, je veux dire, la Cour, elle peut être aussi libéralisto-compatible. Hein, je veux dire, on verra ce qu'elle va donner. Donc, on a acheté un chat dans un sac, comme on dit chez nous en Belgique, quoi. Hein, c'est ça. Donc, c'est un cat in un sac, comme on dit. Hein, donc, c'est comme là, on ne sait pas ce que ça va donner. Je veux dire, justement, on a arrêté un mouvement, on ne sait pas ce qu'on aura. Je veux dire, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que le but était quand même de mettre à terre ce CETA. Et la région wallonne avait le pouvoir démocratique de le dire, parce qu'il fallait, vu que c'était un traité mixte. Pas signé, hein, ouais, exactement. Oui, mais bon. Encore possible. Mais tout. Mais
Là, notre Premier ministre, Charles Michel, est très très clair là-dessus pour dire, moi, je me suis engagé juste à demander l'avis à la Cour, mais pour le reste, moi, le traité continue son tour de ratification. Donc je pense qu'on a raté quand même une chose historique, mais je veux vraiment souligner les deux aspects. Je ne veux pas être dans l'IACA. Je trouve aussi qu'il y avait un véritable mérite qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, il y a des centaines de milliers de personnes, ou même des millions, qui savent c'est quoi le CETA, qui disent finalement tout cet libre-échange, ça ne donne pas que le bonheur, non, ça fait que les normes descendent, ça veut dire qu'on va pouvoir bouffer de la viande aux hormones, ça veut dire que voilà, je crois qu'on a réellement pu apporter une réelle éducation politique populaire au sens propre du terme, qui était vraiment un acquis, et j'espère qu'on pourra renouer avec ce type de combat-là. David Cormand, là-dessus, sur le moment wallon, vous étiez supporter de Magnette ou vous seriez allé plus loin? Oui, parce que quelque part, il faut dire, mais c'est ce que vous disiez en réalité, c'est que il était en situation de pouvoir dire non en tant que dirigeant de son pays, et on aurait voulu que d'autres le fassent. Et il y a un silence d'ailleurs démocratique, politique, assourdissant par rapport à ces traités transnationaux qui sont clairement une folie. Il faut arrêter avec cette histoire. Il faut faire réatterrir l'économie sur notre planète. Et cette course à la dématérialisation de l'économie, à la dématérialisation des normes, où on mondialise les choses, où la finance quitte le sol, etc. Enfin, on n'est plus dans l'économie réelle. Et je pense que l'Europe a parfois cette image d'acteur de la mondialisation libérale, et parfois elle l'est. Je pense qu'elle doit être tout autre chose, qu'elle doit être au contraire un endroit où on fait réatterrir l'économie, sur nos territoires en favorisant l'emploi, les circuits courts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je crois beaucoup aux coopératives, notamment même en matière énergétique. On a une entreprise en France qui s'appelle Enercop, qui fait ça très bien. On sait qu'en Allemagne, l'essor des énergies renouvelables, c'est notamment fait aussi grâce à des coopératives citoyennes, où c'est l'acceptabilité d'une éolienne, par exemple. Quand c'est un grand groupe qui dit « je vais mettre des éoliennes », les gens disent bah, « non, on n'est pas d'accord, pourquoi ?» Quand c'est une coopérative, ça percute la question du municipalisme. Au niveau municipal, où on se met d'accord, où les profits éventuels sont redistribués aux habitants. Là, moi, je pense que c'est des pistes quand même intéressantes par rapport à la question de la planification. Bref, pour redessiner une Europe à visage humain, il faut à un moment dire stop à ces traités transnationaux. Et je pense que là, pour le coup, les écolos peuvent avoir des approches différentes par rapport au TSCG. Mais sur ces questions-là, c'est très clair, parce que à quoi ça sert? Parce que quand on fait des trucs en politique, il faut toujours poser une question simple, c'est à quoi ça sert? En quoi ça va arranger nos vies? Et quand on regarde les effets des traités transnationaux en matière commerciale, franchement, les gens d'ailleurs ont beaucoup de mal à les défendre. Ceux qui les défendent, le seul argument qu'ils ont d'ailleurs, c'est on n'a pas le choix. Car souvent, quand on n'a pas de bonnes trucs, c'est oui, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et donc, il faut dire non, on a le choix. Il faut arrêter de dire que la politique, il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est la phrase de Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Il y a une alternative aux traités transnationaux en matière économique. Et l'Europe, encore une fois, c'est pour ça que moi, je crois à cet échelon européen. Quand on est le premier marché du monde, quand on est la première zone du monde, pour des raisons que je donnais tout à l'heure, y compris de mauvaises raisons historiques et prescriptives en termes de modèles de développement dans d'autres endroits du monde, on a une responsabilité supérieure de dire, justement, regardez, on peut faire autrement. On peut faire autrement en matière de développement, on peut faire autrement en matière de modèle économique, et si on ne le fait pas à l'échelon européen, je ne sais pas comment on arrive à agir, y compris dans les délais qui sont très courts, si on veut sauver l'humanité. Le problème, moi, je trouve le débat intéressant, mais vous focalisez beaucoup sur l'échelle. Et moi, à la limite, l'échelle européenne, je peux me retrouver. Je pense qu'il y a un fait économique, et voire même un jour politique européen qui est là. Le problème, c'est que l'échelle, elle n'est pas neutre politiquement. C'est-à-dire que le marché qui s'ouvre de plus en plus, qu'il soit maintenant transnational entre l'Europe et un autre bloc, ou même intra-européen, crée un marché qui est taillé sur mesure pour les grands acteurs. Moi, je ne suis pas... de par la taille même. Et on le voit dans tous les secteurs. Chez nous, c'est au niveau des hôpitaux, au niveau des médias, au niveau du transport. La taille elle-même, parce que le marché est dominé par certains monopoles. Et moi, je loue, je trouve que les coopératives, moi, je peux me retrouver dans la logique comme objet. Une histoire politique oui, aussi, les coopératives. Exactement. Ça, c'est important pour redonner espoir qu'on peut faire quelque chose. Moi, je trouve ça important, y compris même soi-même, dans sa ville, etc. On parlait de démocratie sociale. Exactement. Je trouve ça hyper important. La question, c'est est-ce que ce modèle va nous permettre de détrôner ces monopoles? Et là, je pense qu'elles ont tellement de puissance, ces livres en monopole. Enfin, le secteur de l'avion, le secteur... Enfin, que là, je crois réellement qu'on a besoin d'une force collective démocratique et donc étatique pour les court-circuiter. Je comprends, mais c'est là-dessus qu'on a... C'est-à-dire que, si vous voulez, moi... En fait, je pense que je suis à peu près autant anticapitaliste que vous. Sauf que je crains que le poser comme un préalable nous empêche de gagner. Et donc l'écologie, peut-être la différence, c'est que c'est à la fois un point d'arrivée
mais c'est aussi un chemin. Je pense que justement, pour vaincre cette espèce de parasite dont je parlais tout à l'heure du capitalisme, il faut s'attaquer à ses racines. Le capitalisme ne s'adapte jamais aussi bien qu'à la massification. Et y compris la massification dite étatique, au fond, prépare un terrain qui lui est finalement favorable à l'occasion d'une alternance politique où les gars libéralisent ou privatisent. On l'a vu, y compris de la part du PS comme de la droite. En France, c'est pareil. C'est des gouvernements plutôt sociaux-démocrates, et pas les pires qu'on a eus, qui ont pourtant, malgré tout, fait ça. C'était la pensée unique. Quoi. Et justement, c'est pour ça que d'ailleurs les Verts sont pour l'Europe des régions. Vous avez raison, il y a l'échelon européen qui fait masse, mais mettre ça en lien avec les territoires, la territorialité d'une économie qui est résiliente, etc. Vous n'avez pas peur que, par exemple, sur l'Europe des régions, enfin nous on le vit très fort évidemment en Belgique, avec ce régionalisme qui pousse de plus en plus, c'est qu'en fait ce régionalisme va créer tout simplement plus de concurrence. Chez nous en Belgique, en région wallonne, on n'arrête pas de nous dire ouais mais dans le nord de la France on fait ça, dans le Pays Basque on fait ça, je veux dire à Bilbao on fait ça, et finalement on est tous en train d'avoir les mêmes économies qui sont en train de se créer avec les mêmes aéroports régionaux qui subsidient les mêmes compagnies aériennes qui viennent pour faire des cadeaux un peu partout. Donc on a cette Europe des régions, et pour moi la panacée n'est pas l'Europe des nations, mais l'Europe des régions, mais ça va être encore plus encourager la concurrence, quoi. Je veux dire, je suis dans une région, la Normandie, qui est pourtant une région, il y en avait deux, mais qui a fusionné, on a 5 aéroports. Donc en fait, la course, c'est plutôt ce que vous décrivez, c'est la concurrence, c'est la métropolisation de l'Europe et de la France, qui est un vrai drame. En France, en tout cas, la métropolisation était censée irriguer les régions, irriguer les territoires, elle est en train de drainer les territoires. Et donc là, c'est moins une question de région. Mais vous savez, encore une fois, c'est comme dans la guerre des étoiles, il y a un côté obscur, un côté clair. La régionalisation, il y a un côté qui peut être le repli sur soi, la concurrence. Il y a aussi une conception des territoires qui est ouverte. Je vais donner l'exemple en France de la Corse, qui est moi un exemple que j'aime bien donner. Vous savez que l'Assemblée de Corse est dirigée par une alliance entre ce qu'on appelle les nations et les autonomistes corses. Et on aurait pu dire, ah bah c'est une identité corse, ils vont se refermer ou quoi. Et quand il y a eu l'histoire de l'Aquarius, ce bateau de réfugiés qui étaient en perdition en Méditerranée et que personne ne voulait accueillir, les premiers à avoir dit nous, on souhaite les accueillir, c'est les Corses. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Pourquoi ? Parce que d'une vision qui pourrait être étriquée des territoires et de l'Europe des régions, on a eu des gens qui, à la fois, ont une identité forte, ancienne, une histoire, mais aussi une ouverture sur le monde et la conscience qu'on est dans. Donc pour moi, les deux ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire qu'on peut articuler cette vision européenne avec cette notion des territoires où on réancre dans le réel nos économies. Que ces régions sont en concurrence et en plus appliquent toutes les mêmes politiques, quoi, parce que c'est les mêmes directives européennes qui sont appliquées partout. Ah bah c'est pour ça qu'il faut changer de directive, là-dessus on est d'accord. Non, mais finalement, tout le monde applique la même chose, mais en concurrence. On n'épuisera pas le sujet ce soir sur l'Europe des régions. Peut-être juste une dernière question, parce qu'on a entendu vos positions assez vigoureuses contre l'Union européenne d'aujourd'hui. Il se trouve que hier a été annoncé l'accord sur un pré-accord sur le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne l'an prochain. Juste, on était curieux aussi de vous entendre là-dessus, peut-être pour terminer cette émission sur un peu. Pour vous, le Brexit, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est le début de la fin de cette Union européenne que vous combattez, ou alors au contraire c'est plutôt une mauvaise nouvelle ? Non, je ne crois pas que c'est pas une bonne nouvelle, parce que je pense réellement que pour la classe des travailleurs britanniques, ça ne va rien changer du tout. Ce seront toujours la même City qui va diriger la même vie des mêmes travailleurs britanniques. Je veux dire, la question, c'est sur quelle base se fait une rupture. Je crois que ça, c'est important. Je veux dire, l'économie britannique va rester complètement imbriquée dans le capitalisme européen. Hein. Je veux dire, ça ne va rien changer du tout. Le seul changement qu'il va y avoir pour eux, c'est au niveau purement politique de comment cette concurrence va être organisée. Et donc, si là, on est en train d'intoxiquer, parce que ça, c'est un enjeu majeur pour nous, la gauche authentique, c'est que le nationalisme, c'est la guerre. Okay, aujourd'hui, on vient de fêter, il n'y a pas longtemps, je veux dire, les 100 ans, effectivement, etc. On doit avoir une rupture anticapitaliste et une rupture de solidarité, mais sur une base de classe. Pas sur une base de l'État-nation, sur une base de classe. Je veux dire, la Première Guerre mondiale, ça a été une boucherie de millions de travailleurs pour les colonies. Ça a été pour ça. On croit qu'on se bat pour la patrie, disait Anatole France, mais on se bat pour les industriels. C'est clair. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. On est en train de bourrer le crâne des gens avec des nationalismes, des sous-régionalismes, même du municipalisme à toutes les sauces, etc., etc. Pour tout ça, pourquoi ? Pour atrophier complètement la conscience de classe, qui est celle de comprendre que nous sommes avant tout des travailleurs. Okay, des travailleurs qui produisons la richesse, qui sont ensemble avec nos frères français, avec nos frères espagnols, nos frères italiens. Ensemble, on a un monde nouveau à construire. Et cette conscience de classe, qui ne vient pas tout seul, parce que des fois on décrit le marxisme comme étant tout déterministe, comme si elle vient tout seul, etc. Le marxisme n'a jamais dit ça. Jamais dit ça. Le marxisme dit qu'il y a des classes sociales, mais qu'il y a un travail d'éducation à faire pour reprendre cette conscience-là. Et un rôle important d'un parti marxiste comme le PTB est de réintroduire cette fierté de classe pour préparer les mouvements sociaux de demain et les victoires d'après-demain.
Merci beaucoup, Raoul Debeau, David Cormand. Évidemment, la campagne des européennes ne fait que commencer. On va suivre ça en détail sur Mediapart. La campagne du PTB, d'Europe Écologie Les Verts, évidemment. Je rappelle juste que la meilleure façon de nous suivre est évidemment de s'abonner et qu'une offre exceptionnelle fonctionne jusqu'à minuit. Exactement, merci David Cormand. 6 mois pour 20 €. Voilà, profitez-en et à très bientôt pour d'autres débats sur l'Europe sur Mediapart.